quoi servent-elles et quelle est leur fin? Qui en décide? Qui a l'autorité pour les faire appliquer? Les règles, il faut les apprendre. On peut choisir de les respecter scrupuleusement, de les contourner, voire de les enfreindre. Et bien sûr, nous allons aussi parler lors de cette table ronde de la triche et des figures du tricheur. Il y a plusieurs types de règles. Il y a celles qui sont purement restrictives, comme souvent dans la compétition sportive. Ne pas toucher le ballon avec la main, ne pas mordre la ligne avant le saut, ne pas arracher les globes oculaires de son adversaire hors des orbites. Aussi, la première forme de triche qui vient à l'esprit, dans une thématique qui traite beaucoup de compétitions sportives, est celle du dopage, par lequel on fausse la compétition en augmentant artificiellement ses performances physiques et mentales. Mais cette question, on en parlera beaucoup plus demain matin, lors de la table ronde de 11h, sur Que peut un corps. Dans cette discussion, on va plutôt parler d'autres formes de triche, et aussi d'autres formes de jeu, et d'une autre modalité des règles du jeu. Les règles qui ne sont pas de pure limitation, mais qui organisent et constituent le jeu lui-même, de son principe jusque dans ses ramifications les plus subtiles. C'est le cas dans certains sports d'équipe, aux règles et aux stratégies élaborées, et c'est bien sûr le cas des jeux de plateau, des jeux de société et des jeux de l'esprit, où non seulement faire preuve de ruse n'est pas forcément enfreindre les règles, mais où on peut même dire que la triche et la duperie sont comme l'envers des règles du jeu, à savoir qu'elles ne peuvent pas exister, elles ne peuvent exister que si les règles existent et sont appliquées par les autres joueurs ou joueuses. D'ailleurs, on pourra se demander si la triche est peut-être considérée comme un principe de jeu. Et puis, on pourra s'interroger aussi sur les cas où la partie est biaisée en son principe, où les règles sont corrompues dès le départ, où c'est l'institution qui triche et où la triche fait système. Donc sur cette table ronde, on va toujours garder un pied dans la science-fiction, mais on va aussi faire un pas de côté dans la littérature de fantasy, avec nos auteurices, qui sont aussi à l'occasion, et parfois plus souvent qu'à leur tour, des joueurs et des joueuses. Et donc je vais les présenter. Donc nous accueillons pour cette table ronde Louise Carré. Donc ah oui. Qui a commencé sa carrière de romancière par la coécriture de 2 romans, dont La Cité de soie et d'acier, qui est paru en français à l'automne dernier aux éditions La Talente. Elle a également écrit sa première trilogie en solo, qui s'appelle Le Programme Arlo, et dont les 2 premiers tomes sont parus en français aussi aux éditions La Talente, et qui se passe dans un univers dystopique un peu cyberpunk, où la société est régie par des corporations toutes puissantes. C'est également une amatrice de jeux de société et une meneuse de jeu pour un groupe d'aventuriers chahuteurs mais bien intentionnés. Ensuite, nous recevons Claire Duvivier, donc, qui est éditrice et qui a cofondé avec Estelle Durand les éditions Asphalte, et puis qui est aussi écrivaine. En 2020 est paru son premier roman, Un long voyage, publié aux éditions Aux Forges de Vulcain, qui a reçu un certain nombre de prix. Et puis, elle a écrit la trilogie Capitale du Nord, qui s'inscrit dans une œuvre double composée avec Guillaume Chamanadjian. Et l'œuvre entière s'appelle La Tour de Garde. Les romans dépeignent 2 cités au caractère opposé, mais dont les habitants ont en commun une passion pour un jeu populaire qui se joue avec des pions sur un échiquier et qui s'appelle La Tour de Garde. Et outre le fait que les personnages de la capitale du Nord utilisent durant leurs aventures le jeu à d'autres fins que le loisir et en utilisant certains subterfuges, on ne va pas trop divulgacher l'histoire en disant je pense que ce jeu, La Tour de Garde, a plusieurs niveaux de lecture dans la trilogie. Ensuite, donc, je vais présenter Naël Legrand, qui est scénariste et auteur de fantasy français. Il est diplômé du Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle en 2020. Ses sources d'inspiration sont dans les littératures de l'imaginaire, qui constituent la majeure partie de ses lectures depuis son enfance, et en particulier la fantaisie humoristique de l'auteur britannique Sir Terry Pratchett. Il a publié 2 romans aux éditions Ibi,
Une idée d'incandescence en 2021 et L'âme au point en 2023, qui font tous deux partie des chroniques d'Arwin. Le monde d'Arwin, des romans de Naël Legrand, sont des romans où les dieux, pour s'amuser, choisissent, un peu à la manière des dieux antiques, des aventuriers comme des pions dans des jeux de massacre grandeur nature. Et dans L'âme au point, c'est un jeune capitaine de la ville de Drac, Gabriel Merlange, qui va en faire les frais. Au fil des chapitres, on a aussi parfois en commentaire de l'intrigue des petits coups d'œil sur la partie en cours chez les dieux. Et enfin, donc, sur cette table ronde, pour compléter ce panel, nous avons Claire North, qui a publié son premier livre, de son vrai nom Catherine Webb, qui a publié son premier livre à l'âge de 16 ans, qui est toujours avide de nouveaux territoires littéraires. Elle a écrit elle a écrit aussi de la science-fiction, et nous le connaissons dans le doctorat francophone d'imaginaire plutôt sous le nom de Claire North, donc. Notamment pour les 15 premières vies d'Harry Auguste, la dystopie 84K chez Brajlon, et puis plus récemment, elle a publié plusieurs romans, plusieurs novellas chez Une heure lumière au Bélial, dont une magistrale trilogie, celle de la Maison des Jeux. Et la Maison des Jeux, c'est une trilogie qui se passe à plusieurs époques selon les volets et plusieurs endroits différents, mais elle met en scène une loge secrète où se font et défont les fortunes et les destins. Et ça peut être à la chaude d'un plateau, mais aussi d'une ville, d'un pays, voire de la planète entière. Et dans le premier tome, Le Serpent, qui se déroule à Venise au XVIe siècle, c'est un véritable jeu de stratégie qui s'élabore à l'échelle de la ville tout entière, et où par exemple des joueurs endettés deviennent, pour les joueurs en cours dans la partie, des sortes d'atouts vivants. Alors, pour débuter un petit peu les questions, je vais commencer par la première question. Donc, quand on parle du pain et des jeux, Panem et Kirkenses, on peut avoir tendance à focaliser sur une forme de divertissement, au sens où le jeu, pour être ludique, ne devrait pas avoir de finalité autre que lui-même. Le moment de plaisir et d'émulation qu'il procure. Mais ce que sous-entend l'intitulé de cette table ronde, Faites vos jeux, c'est aussi que certains jeux sont intéressés. Alors ça peut être des jeux de hasard, ça peut être miser sur des champions dans un tournoi ou dans une course, mais ça peut aussi être de vraies parties entre joueurs avec des parties intéressées où on mise quelque chose. Donc la première question que je voudrais poser à nos invités, c'est que misent vos personnages dans vos univers respectifs? Sur quoi misent-ils? Et surtout, en quoi cela constitue-t-il des enjeux narratifs? Vaste question. Moi, la réponse est un peu terre à terre, parce que dans la tour de garde, si on parle vraiment du jeu de société qui s'appelle la tour de garde dans cet univers-là, alors ça va être très prosaïque parce que les personnages misent de l'argent, tout simplement. Mais après, c'est pas aussi simple que ça, parce que on parle de joueurs qui justement étaient heureux de jouer pour le jeu et surtout pas pour l'argent, surtout pas avec un enjeu en fait, et qui vont être forcés de le faire par les circonstances, parce qu'ils sont jetés dans des circonstances, on va dire, difficiles. Il ne faut pas trop divulgacher, mais que nécessité fait loi, et du coup qu'ils vont utiliser leurs compétences particulières pour le jeu afin de pouvoir survivre, tout simplement. Après, en termes d'enjeux narratifs, effectivement, il y en a d'autres, parce que la tour de garde a beaucoup de niveaux, on va dire. Disons que là, c'est le niveau le plus immédiat. Mais effectivement, au fur et à mesure de la trilogie, que ce soit côté Capitale du Nord pour mes romans ou côté Capitale du Sud pour les romans de Guillaume, on comprend que cette tour de garde n'est qu'un motif, finalement, qui se fait un reflet plus vaste de l'intrigue globale entre ces deux trilogies. Dans L'âme au point, les joueurs au sens strict, ce sont les dieux, et ils jouent principalement parce qu'ils s'ennuient. Donc il y a une gratuité quand même du jeu. Cela dit, pour rendre le jeu plus intéressant, ils misent les âmes de leurs fidèles, c'est-à-dire qu'ils misent la croyance qui est leur source de pouvoir et d'énergie. Donc ça devient un jeu
un enjeu de vie ou de mort finalement pour les dieux aussi, dans le sens où s'ils n'ont plus de fidèles, ils tombent dans l'oubli et disparaissent. Donc ça reste assez prosaïque et très proche de ce que nous on pourrait faire en pariant, à ceci près que leur format de jeu se fait via des champions et sous une forme qui ressemble à du jeu de rôle, et pas dans un affrontement de pur talent entre eux. Le Programme Arlo, my dystopian trilogy, is probably the odd one out here in that there isn't a narrative of games of chance running through it. Alors, ma trilogie, le Programme Arlo, est peut-être le vilain petit canard de la table ronde, parce que je crois que c'est le seul qui n'a pas de jeux sur lesquels on parie, qui sont intégrés dans la narration. But I think I can speak a little about the stakes. Tanta, my protagonist, is raised to be the perfect corporate spy. So the game that she's involved in is the game of corporate espionage. Mais je pense que je peux quand même dire quelques mots sur les enjeux. Mon personnage principal est impliqué vraiment dans la lutte des corporations les unes contre les autres. Donc elle se retrouve finalement au cœur de ces manigances dans ce qu'on pourrait qualifier d'espionnage industriel en fait. And I think the stakes there, what is on the line for her is her entire self in two senses. Firstly, that she is a character who has completely internalized a corporate ideology of everything being about profit and loss. And so her entire identity is bound up in this. And the things that she finds out in the novel that start to challenge that, it's very much her identity and sense of self that's on the line. Et pour elle, ce qui est vraiment en jeu, mon personnage, c'est en fait l'intégralité de sa conscience d'elle-même, dans le sens où elle est complètement lobotomisée par toute l'idéologie de la corporation, toutes ces idées de profit, de perte. C'est vraiment quelque chose qui est constitutif de son être, et donc c'est vraiment sa psyché entière qu'elle met en jeu. And secondly, this is a society where you are only considered acceptable insofar as you have a use. So in a more physical sense, Tanta's body is on the line because if she fails in her mission, then she may no longer have value in the eyes of the corporation that raised her and that funds her. Et le deuxième point peut-être, c'est que on est dans un monde où en fait on est seulement acceptable, on a seulement le droit d'exister du moment qu'on a un usage, qu'on a une fonction. Et donc Tanta, personnage principal, met aussi vraiment son corps et son existence en jeu, puisque si elle échoue, le risque est qu'elle ne soit plus considérée comme étant utile, utilisable, et qu'elle perde toute sa valeur. So in that sense, even though it is not a game, she is very much a pawn. Donc même dans ce sens-là, même si ça n'est pas vraiment un jeu, elle est complètement un pion. Fini. I wrote The Games House 7 novels ago, so buckle up, guys. Alors, j'ai écrit la trilogie de la Maison des Jeux il y a 7 romans, donc accrochez-vous. So, okay, yes, people in the Games House bet their lives, they sometimes bet love, they bet their intellect, they bet power. Donc, alors, les gens dans la Maison des Jeux vont parier leur vie, vont parier l'amour, vont parier leur capacité intellectuelle et vont parier le pouvoir. But I think at the end of the day, which is also the title of an unpublished novel you guys should all buy. Anyway, I think what they boil down to is ego. Mais je pense que quand on regarde à la fin de la journée, qui est un roman qu'il faut tous acheter, ce sur quoi ils parient vraiment, c'est leur ego à eux. I think that if you are dealing with love and life and power, there's actual hard work you can do to get it. Je pense que si on touche vraiment à ces questions de vie, d'amour, de pouvoir, il y a vraiment énormément de travail à faire pour les atteindre, pour les obtenir. And in that sense, in my books, the game itself is kind of cheating. Et donc, dans ce sens-là, dans mon livre, le jeu est une manière de tricher pour les obtenir. The players who play it, if they live long enough, very quickly realize the game itself doesn't have much emotional meaning. Les joueurs qui jouent à ce jeu, s'ils survivent suffisamment longtemps, se rendent compte qu'en fait, finalement, il y a très peu de sens émotionnel dans le jeu. But like all gamblers caught in a fallacy, they keep playing because that becomes all that they are and the only thing that gives them a sense of worth. Voilà, mais comme tous les parieurs qui sont rendus addicts au jeu,
il continue à jouer quand même en espérant trouver dans ce jeu une sorte de valeur personnelle. J'espère que c'est vrai. Eh ben, merci déjà. Et ensuite, donc, il y a plusieurs univers de fantasy. Enfin, on a plusieurs univers de fantasy, mais ça peut s'appliquer aussi un petit peu au roman de Louise. Mais en gros, dans le genre de la fantasy, le thème de la stratégie politique est souvent très présent. On a l'exemple de Game of Thrones qui est le plus connu parce qu'il est devenu emblématique et en plus le titre part de lui-même. Et qui est vu un petit peu comme un jeu. C'est dans beaucoup de ses œuvres, et c'est aussi le cas dans certaines œuvres de science-fiction comme space opéra comme Dune, un peu le corollaire de l'affrontement guerrier, donc les quêtes de pouvoir et d'influence qui entraînent des rivalités entre des individus et des factions, avec des motifs qui sont du coup de l'ordre de la triche, de la manipulation, du complot, de la trahison. Et donc je me demandais comment vous envisagiez ce thème et si vous y étiez confronté justement dans vos œuvres. Et voilà, enfin, est-ce que donc faire des machinations politiques un jeu, il y avait une forme de divertissement justement pour les lecteurs, ou pour l'écrivain. C'est vrai qu'effectivement, de toute façon, le jeu, c'est souvent une métaphore de la lutte, du combat, enfin de la bataille en l'occurrence. Enfin, quand on voit un jeu comme le jeu d'échecs, c'est une bataille qui se joue sur un plateau. Nous-mêmes, la tour de garde, enfin, quand je dis nous, c'est pas mon nom de majesté, c'est Guillaume et moi. Hein. Enfin, il n'est pas là, mais voilà. Ce jeu de la tour de garde qu'on a inventé, effectivement, c'est le fait de rejouer une bataille entre deux personnes, deux joueurs qui sont opposés. Et tout le but finalement de la saga, c'est de trouver une autre manière de jouer à ce type de jeu. C'est-à-dire pas une manière qui soit opposons deux individualités, mais trouvons un moyen de jouer ça de façon collective, en fait, d'en faire un jeu collaboratif. Donc, pour le coup, il y a un côté, oui, c'est un reflet aussi des deux systèmes politiques qui sont en train de se casser la gueule dans chacune des deux villes. Et oui, parce que c'est le reflet de systèmes politiques qui mettent en jeu différents types de pions. Dans la tour de garde, il y a des pions civils, il y a des pions militaires, c'est toujours des fonctions urbaines. Et réussir à, comment dire, à faire table rase sur le plateau, à balayer un peu pour trouver une autre façon de jouer, c'est une façon aussi finalement, au début complètement métaphorique, de faire une révolution qui va venir plus tard dans les romans, quoi. Donc, moi, j'aime bien cette métaphore entre le jeu et le système politique. Et effectivement, c'est quelque chose qui sous-tend la trilogie. Il y a aussi le fait que ce jeu de la tour de garde, c'est aussi une source de pouvoir, on va dire, un peu occulte, dans le sens souterrain du terme. Alors, je ne peux pas en dire trop pour ne pas divulgacher, encore une fois. Mais effectivement, c'est utilisé par certains partis au cours du roman pour influencer le cours de l'histoire, des événements, des personnages, parce que c'est un jeu qui possède en lui-même énormément de pouvoir. Une fois qu'on passe de la réalité à une espèce de réalité alternative, un peu plus fantastique, surnaturelle en fait. Dans L'âme au point, le jeu des dieux n'a pas de reflet strict dans la capitale Drac où se déroule l'intrigue. Par contre, il y a très clairement des jeux de pouvoir qui sont en place avec des factions. C'est un univers de fantasy très classique. Il y a des guildes, donc des corporations par métier, qui s'affrontent, qui ont des intérêts qui ne sont pas tous alignés les uns avec les autres. Vous avez en plus l'entité de la milice et du dirigeant qui est plus ou moins un tyran. Et donc, il y a en permanence des tensions qui se créent entre tous ces pôles. Le jeu divin intervient plutôt pour rajouter du chaos dedans, et les factions qui s'affrontent en n'ont pas conscience. Cela dit, très clairement, j'ai pris énormément de plaisir à écrire les scènes de jeux de pouvoir politique qui sont finalement bien plus drôles que la partie des dieux qui lancent des dés et qui font s'affronter leurs champions, puisque ça joue sur des tensions beaucoup plus, pas forcément plus fines, mais disons plus complexe que l'affrontement cadre de l'âme au point. C'est juste deux dieux qui s'affrontent, qui ont choisi leur champion.
la ville elle-même dans laquelle les guildes s'affrontent, c'est une multiplicité d'acteurs et d'actrices qui ont des intérêts très très divergents. Et en ça, le jeu politique finalement prend le pas en termes d'intrigue sur le jeu au sens strict des dieux. So the central struggle that is the backdrop of the Programme Arlo trilogy is the struggle between different corporations that are essentially in a state of Cold War. Donc, le conflit principal qui est en fait la trame de fond de la trilogie du Programme Arlo, c'est ce conflit entre différentes corporations qui, si on le résume, sont vraiment en guerre les unes contre les autres. But what this question made me think about was that actually the much more important struggle in the context of the books themselves is the struggle within each corporation for dominance and power, which is a sort of political game. Et ce à quoi la question m'a fait penser, c'est que le combat le plus important peut-être dans la trilogie, c'est pas le combat entre les corporations, mais c'est bien le combat à l'intérieur de chaque corporation pour qui contrôle le pouvoir, qui contrôle la corporation elle-même. But it's not a game with set rules of engagement. In fact, it's much more a game, almost a role-playing game, in that everybody in the corporation is playing a role and trying to present themselves in a certain way as to seize the maximum power for themselves and to portray their rivals in the worst light possible. Mais en fait, c'est pas un jeu dont les règles sont clairement établies. Ça ressemblerait peut-être plus à un jeu de rôle, en fait, dans le sens où tout le monde dans les corporations incarne un rôle, joue un rôle et essaye de ramener le plus de pouvoir à soi-même tout en dépeignant les adversaires de la pire façon possible. So a sort of horrible competitive role-playing game that is kind of the anti-Dungeons and Dragons, if you will. Voilà, donc ça serait un espèce de jeu de rôle absolument horriblement compétitif, un anti-Donjons et Dragons, quelque chose d'atroce à jouer. Fini. We are talking about political allegories within the works we've done. In the Games House, it is quite political. Politics is literally fought for. However, alors on a déjà tous parlé d'allégorie politique dans nos travaux. Quand on parle de la trilogie de la Maison des Jeux, la politique est littéralement un enjeu des parties qui sont jouées dans la maison. Cependant, the end state of basically everyone who participates in this is death or dehumanizing pain. Mais en fait, ce qui se passe à la fin d'une partie pour tous ceux qui jouent, c'est que à la fin, on sera soit mort, soit on souffrira d'une façon qui nous fera perdre toute notre humanité. Vraiment, voilà. Happily, I am now going to extrapolate this through to Brexit. Heureusement, voilà. Je vous propose de partir de là et d'arriver à une magnifique métaphore du Brexit. Louise has mentioned the Cold War, which I think is an apt starting place for this. The other thing that leaps to mind as a reference, both for me in the Games House and in this conversation, is the literal Great Game. Alors, Louise a a mentionné la guerre froide. Moi, l'autre référence qui me saute aux yeux et qui me semble extrêmement importante pour cette conversation, c'est celle du grand jeu. In the 1880s, Britain and Russia, in a foreshadowing of what was to come in the Cold War, competed for who would control Afghanistan. Dans les années 1880, la Grande-Bretagne et la Russie, dans une espèce de presque de préquel en fait à la guerre froide, ou en tout cas quelque chose qui pourrait nous amener à faire une comparaison entre les deux, se sont battus pour la dominance de l'Afghanistan. Many people died, but to both the governments in St. Petersburg and London, it was seen as a very literal game of pieces who were humans being moved across an abstract board. Alors, énormément de gens sont morts, mais en fait, pour les gouvernements établis respectivement à Saint-Pétersbourg et à Londres, c'était un jeu de plateau avec des pièces qui étaient des humains. This attitude currently still infects both our politics and our economics, where the idea of game theory, of abstracting life and reality into just pieces, still reigns as a dominant ideology. Ça, c'est une vision des choses qui est toujours présente dans notre vie politique et notre vie économique, où en fait, des choses comme la théorie des jeux, une manière de rendre abstraite tout ce qui se passe autour de nous, c'est toujours un concept dominant. During the comic dumpster fire that was Brexit,
the UK government kept using this phrase, game of chicken. Alors, dumpster fire, en anglais, signifie un feu de poubelle. Donc, pendant ce feu de poubelle magistral qu'a été le Brexit, une expression qui est beaucoup revenue dans la bouche des politiques, c'est la question de game of chicken. Game of chicken, c'est quand on joue à qui aura la trouille le premier et reculera le premier. Et donc, on va de plus en plus loin. So I don't have to. Yeah. This is how our leaders think. They think in those very juvenile terms. To them, what was on the line was not the future well-being of the UK, it was who's going to blink first. Voilà, donc ça, c'est la façon dont nos dirigeants pensent. Ils pensent en termes très, très juvéniles, comme des enfants, comme des adolescents. La question n'était pas qu'est-ce qui amènera le bien-être de la nation britannique, c'était qui clignera des yeux le premier. So we've talked about the political systems within our games. I would argue that far more scary is that the games appear to be in our political systems. Voilà, donc on a parlé des systèmes politiques qu'on avait dans nos jeux. Ce qui est peut-être beaucoup plus angoissant, en fait, et ce qui devrait nous angoisser, c'est que notre système politique lui-même est en jeu. Pour rebondir un petit peu, du coup, avec l'idée que en fait, les élites jouent de manière abstraite des vies très concrètes, ça peut faire un pont avec la science-fiction, où justement, pour revenir un peu à la triche, là, l'idée, ce serait qu'au fond, la triche, c'est de considéré comme un jeu, ce qui en fait est une guerre qui coûte des vies humaines. Et en fait, dans la science-fiction, ce qu'on observe souvent, c'est que la triche n'est pas forcément le fait du joueur, mais plutôt de l'institution. Quand elle est utilisée par le système, la triche renforce l'oppression et la répression. Et surtout avec la manière pour un régime néolibéral de s'appuyer sur la législation et les règles. Donc d'une part, il y a cette nouvelle dimension en fait de la triche comme le fait de l'institution plutôt que des individus eux-mêmes. Et dans ce contexte où en gros les règles sont biaisées et corrompues dès le départ, la triche peut apparaître comme un acte de résistance, se justifier quand les règles de la société sont injustes. Bon, là on est complètement parti dans la métaphore jeu, société, système politique. Du coup, dans la SF, la triche, c'est souvent un moteur narratif. Et dans un régime dystopique, pour atteindre son objectif, le personnage peut... non, je vais aller trop loin. Non. Peut soit suivre les règles, soit les contourner. Donc, peut-être qu'il y a une double question dans la question. Est-ce que vous pensez à des cas dans la fiction où c'est l'institution qui triche, voilà, ou est-ce que vous-même vous l'avez inclus dans vos écrits, et dans quelle mesure la triche peut constituer un acte de résistance? Peut-être dit, ou sinon, l'idée c'est, vous avez présenté en fait le jeu politique comme un jeu, ou du moins l'opposition, le conflit politique comme un jeu. Et on voulait faire un parallèle avec la science-fiction où effectivement dans les dystopies, où j'évoquerais par exemple le film Rollerball, on évoque effectivement que le système manipule les lois à son profit, donc triche pour pouvoir toujours remplir son objectif. Et ce qui nous intéressait, c'est du coup, au moment où vous abordez la question conflit politique-jeu, de quelle manière quelle est la place occupe la triche dans ce type de manipulation? Est-ce que ça devient un principe de jeu ou est-ce que c'est juste un élément utilisé au profit d'eux?
Alors, dans les multiples questions qui viennent d'être posées, je dirais que oui, j'aimerais bien pouvoir faire référence à des fictions où effectivement c'est le système qui triche, mais en réalité, j'ai du mal à me projeter dans des fictions alors qu'en fait, il suffit de regarder autour de nous, en fait. Donc, quand le système triche partout, triche en communiquant, triche, on n'a pas besoin d'aller vraiment se projeter dans des exemples science-fictifs. On y est. Et effectivement, moi, je me reconnais tout à fait dans ce que tu as dit ensuite sur le côté, est-ce que la triche, en retour, peut aussi être un moyen de résistance? Moi, je pense que oui. Tricher contre le système, c'est trouver des manières de vivre, d'exister dans ce système, de survivre dans ce système et de réussir finalement à faire un pas de côté. Très difficile de quitter le système. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre, on va dire, conformément à nos valeurs, pour vivre sans surconsumérisme, pour vivre sans... Enfin, quelles que soient les valeurs que vous souhaitez incarner dans votre vie, c'est comment faire un pas de côté pour tricher avec le système, pour lui dire je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien, et faire ta vie à côté. C'est très difficile de trouver exactement le bon dosage. Je pense que la fiction peut nous y aider, parce que elle nous insuffle des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de coexister, d'exister. Là, de plus en plus, on a quand même une fiction qui explore les nouvelles façons de vivre en société, de faire société, de vivre en collectivité. Je suis consciente qu'on s'éloigne peut-être complètement de nos œuvres, mais effectivement, ouais, c'est ce que m'inspire cette question, c'est que oui, la fiction peut nous aider à tricher avec le système, à mieux le connaître aussi, et à voir comment on peut faire pour épanouir notre petit espace en marge et réussir à le faire fleurir, à le faire fonctionner en fait. Alors nous, évidemment très modestement, parce que on crée pas une utopie comme ça en claquant des doigts et en écrivant une saga de 6 volumes, mais c'est ce qu'on a un petit peu essayé de faire avec Guillaume, en proposant dans La Tour de Garde une espèce d'utopie qui est créée par la nécessité, par le fait que le monde est déchiré par des guerres civiles, les deux à la fois, oui, et qu'effectivement c'est une nécessité vitale de trouver un lieu, un système où survivre, où réussir à trouver un peu de paix en fait. Mais oui, c'est une question qu'on se pose forcément, et les détails concrets, toujours un peu les questions, comment on inclut ça, comment on projette ça dans un roman, les détails concrets d'une utopie en fait. Pour compléter juste un petit peu la question avant de continuer à donner la parole, il y avait aussi dans notre question, il y a encore une autre question. non, mais pour, voilà, pour l'axe en fait, que tu as pris pour ta réponse, c'était évidemment, effectivement, on a pris l'exemple de Bienvenue à Gattaca où le personnage principal triche avec le système parce que le système est injuste, mais pour accomplir quelque chose de purement individuel. Et du coup, la limite entre tricher avec un système qui est injuste, qui est un acte de résistance individualiste, et le moment où on fait péter le cadre du jeu. Et non seulement c'est presque un devoir de tricher quand les dés sont pipés, mais surtout l'autre devoir, c'est d'aider à tricher en fait. C'est pas seulement le faire de façon individuelle dans son coin, c'est de savoir quand fermer les yeux par exemple, quand regarder ailleurs, quand aider plus activement quelqu'un à lui-même tricher avec le système et à contourner les contraintes qu'on peut avoir. Il faut aussi que ça se fasse pas forcément que de façon individuelle. Oui, j'ajouterais juste pour rebondir là-dessus, notamment pensant à Bienvenue à Gattaca, que la triche, c'est aussi le grand fantasme ultralibéral de l'individu qui réussit en trichant, en s'affranchissant du système et des règles. Donc c'est un peu la limite des figures du tricheur qu'on peut avoir, c'est qu'il y a la triche qu'on pourrait appeler vertueuse au sens de fidèle à nos valeurs politiques. Il y a des gens qui ont des valeurs politiques qui sont des valeurs de mérite individuel et de réussite individuelle, mais du coup ça nous donne d'autres personnages quand même et une autre mythologie complètement opposée à la triche comme outil collectif, comme outil de résistance, comme outil de subversion du système. Et je voulais aussi, pardon, du coup je vais revenir plutôt au début de la question et de la réponse de Claire, mais la question de que faire quand le système triche ou quand les institutions trichent, je la trouve super intéressante parce que le système nous donne un set de règles et mettons, voilà, vous avez 3D6 et tout le monde va jouer avec 3D6 et puis au fur et à mesure, les règles se rajoutent, deviennent plus contraignantes et c'est complètement arbitraire quand on les subit et je pense que c'est un peu ce qu'on voit évidemment dans plein de pays, mais pour parler de la France, quand on crée des nouvelles catégories de délits, des armes par destination, le délit de solidarité, ce genre de choses, c'est complètement le système qui continue de se réinventer, de muter pour maintenir l'oppression et pour maintenir en fait l'inégalité. Et je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la triche quand c'est
ceux qui émettent les règles du jeu qui continuent à les émettre, mais en tout cas, cette espèce de mise à jour cynique et perpétuelle du système pour s'adapter aux formes de résistance, elle fait complètement partie du jeu dans lequel on prétend qu'on est. Et c'est ce côté, on a tous les mêmes règles évidemment, qui en fait se casse la figure dès qu'on creuse et dès qu'il commence à se passer quelque chose d'un peu intéressant politiquement. Parce que le système, c'est le statu quo qui se maintient et qui trouve des manières de se maintenir et de perdurer, quoi qu'il en soit. I think you make a really good point about the system. Because, of course, when the system is the one doing the cheating, they never call it cheating. It's just, this is the way it is. Je pense que tu fais une très bonne remarque, c'est-à-dire que quand le système triche, en fait, il ne l'appelle jamais de la triche, c'est juste, c'est comme ça. We see this with the sort of judicial crackdown on climate activists in the UK, and the way judges are sort of narrowing what constitutes an acceptable legal defence. Suddenly things that were perfectly fine and within the rules are now against the rules and you are not allowed to do them anymore. But nobody cries foul play. That's just, this is how it is now, and this becomes the new legitimacy. Ça me fait penser, par exemple, à l'espèce de répression judiciaire sur les militants climatiques qu'on a au Royaume-Uni, où en fait on assiste à un rétrécissement du champ de la défense, de ce qui est possible. Et en fait, de moins en moins de choses sont possibles. Ce qu'on pensait être autorisé, soudainement, ne l'est plus. Et personne ne crie à la faute. Donc, c'est juste le nouveau normal. So to bring it back to the question and to dystopian fiction, yes, I think cheating can often be an act of resistance. I think we see this. I know this has come up a lot in other panels, but in Hunger Games, in Battle Royale, cheating is a way of resisting the system. Et sinon, pour revenir à la fiction dystopique, je pense qu'effectivement, on peut complètement dire que la triche est un acte de résistance. On en a parlé sur d'autres tables rondes, mais si on regarde Hunger Games ou alors Battle Royale, alors effectivement, oui, la triche est un acte de résistance, ça fait aucun doute. So I also think that in systems that do cheat, that they wouldn't call it that, when you are playing a game in life or in art where the deck is stacked against you, I think there's a long and noble tradition of fiction where the act of resistance is simply in winning anyway by playing exactly by the rules. And I'm thinking of things like Ready or Not. Et je pense que dans des systèmes qui trichent aussi, on l'appellerait peut-être pas comme ça, mais dans des situations où les dés sont pipés, en fait, où toutes les cartes sont déjà contre nous, une autre façon, pas tout à fait de tricher, ça serait de gagner en suivant les règles scrupuleusement et à la lettre. Fini. I made a lot of notes while talking was happening, and that's your problem now. J'ai pris énormément de notes pendant que les gens parlaient et ça va devenir votre problème très très vite. A long while ago, the question was asked, are there books where the systems are cheating? And I have a few. Alors une des questions tout à l'heure, c'était est-ce qu'il y a des livres où le système triche, et j'en ai quelques-uns. I would argue Ian M. Banks's Player of Games. By the end, mild spoiler, there's some cheating happening. Alors, je pense au Player of Games dans la série, dans le cycle de la culture de Ian Banks, où il y a beaucoup de triche. Terry Pratchett's Moist von Lipfig books is literally people know Moist von Lipfig, Terry Pratchett, Going Postal. Terry Pratchett, et je ne connais pas le titre français. Timbré. Yeah. Merci pour les fans de Terry Pratchett dans la salle. That's very much about a system stacked against our cheating hero. But perhaps, sorry. Donc, c'est un livre qui parle énormément du système qui a pipé les dés contre le héros. All escape movies, all police corruption movies. Alors, tous les films qui traitent d'une fuite, tous les films sur la corruption de la police. But perhaps most relevantly for our current times, basically every work of literature created by every dissident to ever live behind the Iron Curtain of Soviet Europe. Mais peut-être de manière un petit peu plus pertinente à ce dont on parle, tous les livres qui ont jamais été écrits par tous les dissidents qui étaient derrière le mur de fer. Most particularly Kafka, which is the living embodiment of everything we've just talked about. Voilà, plus particulièrement Kafka, qui est l'incarnation en chair et en os de tout ce dont on était en train de parler. Those are just notes you had to put up with there. Sorry. Voilà, c'était les notes.
We've also mentioned the cheetah as hero. I would like to throw into the mix that the cheetah is just fun sometimes. Voilà. On a parlé du tricheur comme héros et je voudrais peut-être suggérer au public que en fait le tricheur c'est juste drôle. Loki was fun until season 2. Loki from Marvel. Yeah. Loki, voilà, était très drôle jusqu'à la saison 2. Sun Wukong, the Monkey King from Chinese literature, just a bundle of fun till he gets too Buddhist. Voilà. Sun Wukong aussi extrêmement drôle jusqu'à ce qu'il until he turns Buddhist. He gets very Buddhist by the end. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne très très And bouddhiste. I love a Buddhist, but we were also talking about this earlier, and I'd like to shout out Lou in the Salon de Livre, who pointed out that Moriarty is arguably the most interesting thing about Sherlock Holmes. On parlait de ça aussi tout à l'heure et je voudrais faire une dédicace à Lou au Salon du Livre et on discutait du fait que Moriarty est probablement la chose la plus intéressante dans Sherlock Holmes. Sometimes cheating doesn't have to be about political revolution. Sometimes it's just delicious. Voilà, je sais pas pourquoi je traduis vraiment. Donc parfois la triche n'a pas besoin de parler de la révolution politique, ça peut simplement être quelque chose de délectable. Si je peux rajouter quelque chose, la triche, en parlant de la triche comme quelque chose de drôle et de fun, c'est vrai que c'est un formidable outil narratif pour les auteuristes aussi. Vous posez un cadre, vous l'expliquez, vous établissez des règles dedans, et puis d'un seul coup vous le brisez. C'est drôle à écrire, c'est drôle pour le lecteur normalement, et puis ça vous donne un fond de rebondissement possible et de twist un peu illimité en fait. Jusqu'au jour où on se fait kidnapper par une dame attachée sur un lit et qu'on se fait broyer les jambes à coups de masse parce qu'on a triché. À manier avec précaution. Bah oui, du coup, vous revenez à juste titre sur aussi le plaisir du jeu et le plaisir du texte. Et donc, j'avais une petite question justement en tant que écrivant des œuvres de fiction. Donc d'une part, les œuvres que vous avez présentées sont des œuvres où le jeu est plus grand, dépasse complètement les joueurs et où ils sont dans une certaine manière un peu joués. Et vous, en tant qu'écrivain, et là, on va peut-être plus parler aussi de questions de revers, de coups du sort et de fortune. C'est-à-dire que dans la narration romanesque, il y a des exceptions. On emmène quand même les personnages où on veut qu'ils aillent. Et du coup, en tant que créateur d'univers et d'une intrigue, on est l'entité de degré supérieur qui fait vivre à tous ces personnages des revers, de coups du sort. Et pourtant, comme la triche, la chance, la malchance sont aussi des composantes dramatiques. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça demande des dispositions particulières pour narrer ça, à la fois de donner l'impression de contingence, aussi de faire tricher des personnages, alors qu'on a une trame dans la tête. J'aime bien l'idée que tu dis, le fait qu'on soit un peu les petites divinités tutélaires qui décident du destin. Et puis ça me rappelle un peu du coup des dieux qui font du jeu de rôle avec des règles hyper compliquées, genre on n'a pas le droit de faire ça, mais en fait on va changer la règle parce que ceci, cela. Oui, on change souvent les règles en fait. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas quand j'écris. Quand je fais évoluer mes personnages, oui, ça m'arrive un peu de changer les règles. Et cette idée, on en parlait dans la table ronde que j'ai faite avec Guillaume, Eva et Gwenaëlle plus tôt, c'était cette idée de hasard en fait, et comment ça peut s'utiliser dans la fiction, dans l'écriture, parce que il faut que le hasard soit présent, il faut que les coïncidences soient présentes, sinon c'est très difficile d'avoir une narration qui démarre. Tout simplement, si on est dans un monde où tout est logique et froid. La question, ensuite, c'est le dosage. Comment on dose pour que ce hasard, cette coïncidence, ça fasse pas trop, que ça reste un monde qui soit cohérent
Et donc, on est un peu à part égale le hasard qui peut déclencher l'intrigue et la nécessité qui fait que ça reste quand même sur des rails et que le lecteur y croit et qu'on ne casse pas le pacte fictionnel, en fait, d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, surtout en particulier pour des auteurs d'imaginaire que nous sommes, dans la mesure où on crée aussi nos mondes imaginaires. Finalement, ce principe ne s'applique pas uniquement à l'intrigue et au personnage, mais aussi au monde. Comment faire en sorte qu'il ait sa cohérence, qu'il y ait des choses qui soient dues au hasard, que le chaos existe en fait au sein de ce monde et qu'on puisse quand même y poser une intrigue qui soit qui parte pas dans tous les sens concrètement, qui ne soit pas à l'image de la réalité, parce qu'effectivement la réalité n'obéit à aucune règle fictionnelle, quoi. Donc de toute façon toute intrigue est une imitation du réel et une imitation imparfaite. Reste à savoir jusqu'où on peut aller en termes d'ajout de hasard et de chaos pour ne pas casser le pacte fictionnel. Oui, c'est quand même un risque permanent, c'est de se fâcher avec tout son public parce qu'on est allé un peu trop loin en fantasy. Il y a le fameux ta gueule, c'est magique qui est absolument détestable quand on se retrouve face à ça, parce que peut-être que c'est magique, mais ça fait 300 pages qu'on m'explique que les choses fonctionnent d'une certaine manière, et là, c'est parce que ça arrange l'auteur de faire l'économie de, je sais pas, d'une bonne idée, hop, un petit artefact magique en plus. Cela dit, c'est aussi très drôle de jouer avec ça, et personnellement, je m'en prive pas, notamment les dieux qui lancent le dé fait n'importe quoi, donc il se passe n'importe quoi dans l'intrigue parce que ça m'arrange. Je plaide coupable, voilà. Je pense, parce que du coup, professionnellement, je viens du scénario, et le scénario, je pense qu'on est très cadré, un peu formaté, et peut-être plus qu'en littérature, enfin, non, certainement plus qu'en littérature. Et on a un peu une règle de base qui est le hasard, on y a le droit jusqu'à l'incident déclencheur, éventuellement le premier nœud dramatique, donc le premier gros coup du sort qui arrive au personnage, et ensuite c'est interdit. Ensuite, quand vous avez votre truc, vous remontez le récit et vous allez implanter je sais pas, la personne qui dévisse la roue du vélo de votre protagoniste, je sais pas, le sabotage d'épée magique, enfin ce que vous voulez. Mais du coup, on utilise du hasard et en fait on le camoufle en nécessité, en causalité, en revenant sur nos pas et en masquant, non, justement en créant des traces finalement pour dire mais si c'était là, phrase 4, paragraphe 3 de la page 44, évidemment. Tout était prévu depuis le début. Et c'est ça aussi qui est satisfaisant. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup comme exercice d'écriture. C'est de revenir et de me dire, ah, telle idée que j'aime bien, que je veux absolument que tel événement arrive, comment je le prépare. Et voilà, le scénario, je trouve que m'a beaucoup cadré là-dessus. Du coup, j'ai fait vraiment l'inverse dans L'âme au point. Le lecteur, lectrice a tous les éléments en main dès le début pour savoir ce qui se passe, et on voit les personnages pédaler dans la semoule pendant 300 pages en sachant pas d'où vient le tueur, ce qu'il fait, il a toujours une longueur d'avance, mais pourquoi. Et voilà, donc c'est l'anti-préparation paiement, mais c'est voilà, je compense. So essentially, kind of what we've been talking about, I think, is, or in part, is the fact that there is a bigger set of rules within which every narrative is taking place. You might have your own rules within your particular story, but you are also bounded by the rules of your genre, the rules of the sort of tropes that you are using, and the rules of your readers' expectations. Sorry. Donc en fait, pour essayer de résumer, je pense qu'on pourrait dire, en partie, pas tout, qu'on a un ensemble de règles qui sont plus larges que simplement ce qu'on écrit. On pourrait avoir nos propres règles en tant qu'écrivain. On a les règles de notre histoire, bien sûr, le monde qu'on a créé. On a les règles du genre dans lequel on écrit. On a les règles des tropes, donc des motifs un petit peu fictionnels qui reviennent. Et on a aussi les règles des attentes de nos lecteurs. And the thing about these rules is that they are made to be broken, and you have to break them to keep things interesting. And yet, there are some things that your reader may find too much. You have to know exactly how far to break and to play with these rules in order to make a story that is interesting and exciting without jumping the shark. Jumping the what now? Jumping the shark, so sort of doing something that goes so far beyond the audience's expectations for that genre that it breaks the illusion for them and they can no longer enjoy it as a narrative. Okay. Donc ces règles, donc toutes les règles dont on a parlé, de genre, d'histoire, de trope, de relation au lecteur, sont quand même faites pour être brisées.
si on veut que l'histoire soit intéressante, si on veut garder le lecteur intéressé, il faut qu'on les brise et il faut savoir exactement jusqu'à quel point est-ce qu'on peut les briser, jusqu'à quel point on peut pousser justement le lecteur avant qu'il se désintéresse. You were talking, Niall, about the idea of getting into a feud with your audience or with your readers. And if I could just like speak as a DM rather than as an author for a moment, something I very much like about DMing is that because your players are with you all the time, you're creating a story together. You are creating those rules together, and you're also deciding how to break those rules together. You can't really cheat at D&D because the rules are really as flexible as your party, as your table wants them to be. Et donc, tu parlais tout à l'heure potentiellement de déclencher la fureur des lecteurs. Et si je peux parler avec ma casquette de maître de jeu plutôt que ma casquette d'écrivaine, ce que je fais en jeu de rôle, ce que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est qu'on a les joueurs avec nous autour de la table. Et donc, on ne peut pas vraiment tricher à Donjons et Dragons. C'est quelque chose. Les règles vont aussi loin et plient aussi loin que ce qu'on veut faire en fait autour de la table. On peut négocier les règles ensemble. And I think that's the difficult thing about writing outside of D&D. You're doing all of this work of negotiating the rules at one remove from your audience or your readership. You have to guess what will and will not be acceptable. Et c'est ça qui est difficile quand on écrit justement en dehors du jeu de rôle, en dehors de Donjons et Dragons, c'est qu'il faut qu'on devine. On a un intermédiaire en fait entre nous et le lecteur. On n'y a pas accès directement, et donc il faut deviner, essayer de trouver le juste milieu. Fini. To test the hypothesis as to whether we need translation, can we please give Natasha a huge round of applause? Thank you. Goodbye. Okay. Genre is just marketing. Donc, les genres, c'est juste du marketing, les genres littéraires. I write Greek retellings published by a fantasy imprint that are geopolitical thrillers. J'écris des réécritures de mythes grecs publiées par un éditeur de fantasy qui sont en fait des histoires géopolitiques. Many other people write Greek retellings published by literary imprints that have a fucking training montage with a centaur in it. Vous avez vu Hercule de Disney? Okay. Beaucoup d'autres gens qui écrivent des réécritures de mythes grecs et qui sont publiés par des éditeurs de littérature très classique. Et pourtant, à l'intérieur de leurs romans, on trouve des magnifiques montages d'entraînement avec un centaure au milieu, comme dans Disney Hercule. People claim that Margaret Atwood is literature, not science fiction. Il y a des gens qui disent que Margaret Atwood écrit de la littérature blanche et pas de la science-fiction. If we therefore accept that genre is a marketing lie, then there are no rules. Et si on accepte ce postulat qu'il n'y a pas de genre littéraire, que c'est que du marketing, alors il n'y a pas de règle. What there is the trust of your reader. Ce qu'il reste, par contre, c'est la confiance du lecteur. You can write a crazed fever dream, the most surreal thing in the world. And if you've established a rule for that on page 1, not a rule of the world, but a rule of how you're going to do it, that trust is now set. On pourrait écrire un délire fiévreux, quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Mais en fait, si on présente les règles dès la première page, pas forcément les règles du monde, mais les règles de comment on va présenter cette histoire-là, eh ben on peut le faire. If you break that trust, then you've broken your role as a storyteller. Alors que si on brise cette confiance, qu'on a avec le lecteur, eh ben on est sorti de notre rôle, on a cassé notre rôle comme conteur, comme conteuse. The greatest sin you can do is cheat in a way which removes emotional consequence. La plus belle chose qu'on peut faire, en fait, c'est tricher d'une manière qui amène des conséquences qui soient lourdes d'émotions. Having talked about Brexit, I shall now talk about Doctor Who. Et maintenant qu'on a parlé du Brexit, on va pouvoir parler de Doctor Who. I love Doctor Who, but it has arguably broken its own rules and nothing no longer has emotional consequence. Voilà, j'adore Doctor Who, mais en fait, on ne peut pas nier que Doctor Who a brisé toutes les règles qui avaient été créées au long du chemin et qu'il n'y a plus aucune conséquence émotionnelle. Ah, rien.
That's not about cheating in world building. It can do almost anything it wants. It's about cheating in emotional consequence and breaking that trust. And that is the only rule, as a writer, you cannot break. Voilà, là, je ne parle pas de triche dans la construction du monde. Doctor Who a le droit de tricher dans le monde qu'ils ont construit. Je parle bien de triche dans les conséquences émotionnelles. On ne peut pas créer quelque chose émotionnellement et puis revenir dessus, c'est une trahison. Eh ben, on nous fait signe que ce serait le moment de passer aux questions du public. Donc, mais merci beaucoup. C'est difficile pour nous de voir avec la lumière, donc manifestez-vous en agitant vraiment le bras parce que... Ah. Bonjour. Je ne sais pas trop comment poser la question. Est-ce que pour vous, enfin, c'est une question un peu qui résume un peu ce que vous avez dit, mais est-ce que tricher, ça peut être aussi, comment dire, un moyen de prouver du pouvoir ou de la valeur? Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Que ce soit pour les deux camps, c'est-à-dire pour le héros, on va dire, et pour les méchants, entre guillemets, parce que c'est... Oui, c'est une grande question. Il y a nos fiches internes qui sont en train de tourner à toute vitesse. Genre. Oui. Mais aussi non. Français! Yes, but also no. So, I love chess. If you cheat in chess, it's a sign that you have suffered complete moral and emotional and intellectual collapse. Alors, j'adore les échecs. Si on triche aux échecs, c'est un signe qu'on a souffert d'une dégradation totale, morale, émotionnelle, et j'ai perdu le troisième, et intellectuelle. So in that sense, we can associate cheating with losing power. You have lost the very core of yourself. You have failed. Now cheat. Voilà, et donc on peut associer comme ça la tricherie à en fait une perte de pouvoir, une reconnaissance du fait qu'on a perdu, on n'a plus rien d'autre à faire que de tricher. Simultaneously, Spain's greatest cultural export for the last 20 years appears to have been Money Heist on Netflix. Et en même temps, la plus grosse exportation culturelle de l'Espagne, apparemment, de ces 20 dernières années, ce sont le grand banditisme et des perceurs de coffres sur Netflix. And when you ask my esteemed Spanish colleagues about Money Heist, they explain that the archetype of the rogue is an almost central, powerful figure in Spain. Tous ceux qui font du jeu de rôle, rogue en français, c'est quelle classe? Le voleur, merci. Et donc tous mes collègues espagnols, quand on leur pose la question, vont expliquer que le voleur, justement, c'est l'archétype le plus intéressant, en fait, le plus fascinant. So I guess the answer is, depends on the context. Donc j'imagine que la réponse, c'est ça dépend du contexte. Bonjour. J'avais deux questions. Je vais commencer par la première, en espérant qu'elle soit pas trop longue. J'avoue, elle était en particulier pour Claire North dans Sweet Harmony, qui est juste ici. Enfin, après, je pense que ça peut s'adresser à tout le monde. Le problème, c'est qu'on a un personnage coincé dans un système qui ne peut plus en sortir. Ce système l'a transformée, l'a déformée. Elle n'est plus capable de tricher. Et je pense que... Ah, c'est bon, mes questions ont fusionné. Je pense que le problème qu'on peut rencontrer en tant que société à l'heure actuelle,
notamment face à nos problèmes politiques, c'est qu'on se retrouve tellement engoncé, crispé dans les règles du système on est en train de perdre notre capacité à tricher. Parce que chaque fois qu'on essaie de se révolter ou d'exprimer un désaccord selon les règles, c'est pas à vous que je vais apprendre ce qui se passe chaque fois qu'on manifeste, en fait, le système nous reproche de ne pas jouer comme il faut. C'est-à-dire, mais la règle, c'est qu'on a le droit de manifester. Ah non, pas comme ça. Et en fait, donc plus le temps passe, plus on est serré à la gorge par les règles, et plus ces règles nous transforment, et plus elles nous rendent incapables de tricher. Donc, j'ai envie de... La question est un peu maladroite, mais comment on fait pour réapprendre à tricher ? Je crois qu'il y a des fictions où on aurait envie que le personnage arrête de jouer et où ce serait une issue tentante. Je suis pas sûr que ce soit applicable dans la vraie vie, dans le sens où il y a beaucoup de gens embarqués avec nous dans le système, dans le jeu, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Et du coup, autant il y a des fictions, on a juste envie de dire au personnage arrête, pose ce jeu de cartes, sors de ces jeux de la mort, quel que soit le cadre. Autant j'ai l'impression que là, on est tous embarqués dans un très gros bateau qui est en train de couler, mais qu'on est tous ensemble et que l'issue éthique, elle peut pas être d'arrêter parce que, ou alors il faut vraiment réussir à arrêter collectivement et s'extraire de jeu. Et bah, bon, du coup, je vais juste dire c'est compliqué, mais voilà. C'est plus dur que de sortir d'une arène ou d'une partie de cartes, en tout cas. Me again, sorry. Anyone who was at Nantes has probably heard this rant. We think of Martin Luther King as having transformed American human rights. Alors, tous les gens qui étaient un peu là aujourd'hui ont déjà entendu ça, je pense. On pense à Martin Luther King comme quelqu'un qui a vraiment révolutionné les droits humains. We think of the March on Washington, we think of the speech, I have a dream. Voilà, on pense à la grande marche à Washington, on pense au discours J'ai un rêve. But if Martin Luther King had gone to Washington without the 250,000 people who also turned up, he would have been an idiot on a street corner. Mais si Martin Luther King était allé à Washington tout seul, sans le 250 000 de personnes qui étaient avec lui, il aurait été un idiot tout seul au coin d'une rue. We talk about the right of protest as if it's a cheating rather than an inbuilt right to life in the 21st century. On parle du droit à manifester comme si c'était de la triche plutôt qu'un droit qui... I want to say natural right. Yeah. Un droit naturel qui existe lui-même dans le cadre du XXIe siècle. We talk about cheats as heroes, and we talk about heroes changing the world. On parle des tricheurs comme de héros, et on parle de héros qui peuvent changer le monde. But if we don't all turn up, not as heroes, not as cheats, but as one of the 250,000 other people who were also there, nothing happens. Mais si on se lève et qu'on est là, pas comme des tricheurs, pas comme des héros, mais comme un des 250 000 de personnes qui étaient juste là, eh ben, il se passe rien. So though it's very hard and very scary, the way we change the system back so that we're not cheating, we're just doing what's our right, is by everyone turning up, not as a hero, but just as one of the crowd. Mais même si c'est difficile, en fait, si on veut changer les choses, il faut quand même faire ce travail-là d'être là, d'être présent, de venir, pas comme un héros, pas comme un tricheur, mais comme voilà, une partie de cette foule. You guys will show up and you are therefore the heroes. Vous serez là et vous êtes là pour les héros. Une question juste là ou pas? On peut peut-être te filer un micro. Est-ce que quitter la partie, c'est de la triche ou c'est créer de nouvelles règles? Ou c'est refuser les règles, tout simplement. Hein. C'est on se lève et on se casse, typiquement. I disagree. I think it's some neoliberal nonsense. Participate, guys. Je ne suis pas d'accord, je pense que c'est des conneries néolibérales. Il faut que vous participiez.
Mais là, on a souvent parlé dans le cadre d'un système, mais qu'est-ce qui se passe quand deux systèmes, surtout dans la fiction, car on peut avoir des univers très différents, que ce soit séparés par des planètes ou par des continents, qu'est-ce qui va se passer dans le cas de la triche et du jeu quand ces deux systèmes vont se rencontrer? Parce que là, on a beaucoup de possibilités, de transformations, de règles, et perdre, ça devient même quelque chose d'autre, on pourrait dire. So this question really makes me think of the Expanse series. Oh no, I was going to leave you to translate so that I could think of the next thing. Donc, je vais meubler pendant 4 secondes. Cette question me fait vraiment beaucoup penser à la série The Expanse, qui parle de Mars et de l'espace, qui est sur Amazon Prime. Yeah, and well, I was thinking of the books by James. Oui, S.A. il y a des livres aussi quand même à l'origine par James Corey. So in terms of, well, actually, like multiple sort of systems and multiple planets, and there are, what I love about the series is there are different rules on each one, but also the terms of engagement are so limited by the speed of light and therefore like the length of time that it takes for communication to come from one to the other. It's a very interesting kind of physical limitation on how the game is played, the game of politics in those novels. Et donc ça se passe quand même, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs planètes, mais il reste quand même une espèce de limite physique qui est une limite à tout ce qui se passe. C'est la vitesse de la lumière qui pose une limite sur la vitesse des communications, sur la vitesse des échanges. Et c'est assez intéressant d'avoir cette limite physique qui vraiment place un cadre à ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas. Because an entire planet or asteroid can fall and the key political players might not be aware of it for another month or more. Parce que on peut avoir la chute d'une planète ou d'un astéroïde et les joueurs principaux du jeu politique pourraient ne même pas être au courant que c'est en train de se passer avant un mois plus tard. Anyway, that was what I was thinking of. I'm not sure if it relates to what you were asking with your question, but there it is. Voilà, donc moi j'ai pensé à ça. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais c'est ce à quoi j'ai pensé. S'il n'y a plus d'autres questions et plus d'autres réponses à cette question, on va pouvoir s'arrêter pile à temps. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et merci à tous. Merci Natacha. Merci Raphaël.